Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. J'avais mangé le jingle. Missile, orage et ratissage. L'aide française à l'Ukraine monte encore en puissance avec des livraisons de missiles longue portée Scalp, des armes capables d'atteindre l'Est ukrainien contrôlé par l'armée russe. Des orages violents, voire exceptionnels ce soir selon Météo France. 28 départements en vigilance orange sur l'Est du pays. La SNCF interrompt des lignes ferroviaires. Et puis les battues ont pris fin pour retrouver le petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Les gendarmes ont bouclé le hameau du Haut-Vernay pour tenter un ratissage plus ciblé pour auditionner aussi des habitants. Les vraies voix Sud Radio. L'adhésion à l'OTAN devra encore attendre, mais pas les livraisons d'armes. Au premier jour du sommet de Vilnius, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce les hésitations de l'Alliance Atlantique à propos d'une éventuelle adhésion de son pays. Les États-Unis ne ferment pas complètement la porte, mais c'est pas pour demain hors de question de s'engager sur un calendrier précis. Ce serait un casus belli vis-à-vis de la Russie. En attendant, depuis la Lituanie, le président Macron annonce franchir un nouveau cap dans l'aide militaire aux Ukrainiens. Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne doive emporter cette guerre. Et c'est la grammaire dans laquelle nous devons rester. Des missiles Scalp capables d'atteindre l'Est ukrainien occupé par l'armée russe. Après cette annonce française, le Kremlin dénonce une erreur qui va forcer la Russie à prendre des contre-mesures. De son côté, l'Allemagne annonce également livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Et nous reviendrons sur ce thème à 18h20 puisque c'est l'objet du tour de table de Françoise Degois. Donc tout à l'heure, nous en reparlons. Deuxième mot, Félix Mathieu. Orage, 28 départements en vigilance orange. Des orages violents, voire exceptionnels. Selon Météo France, la SNCF interrompt plusieurs lignes de TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Les intempéries pourraient s'accompagner de très fortes rafales de vent 100 à 130 km/h, voire même très localement un peu plus encore, possiblement aussi des grêlons de plusieurs centimètres. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec Loïc Spadafora, météorologue et directeur d'Infoccitanie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On est vraiment là ce soir face à un phénomène potentiellement exceptionnel, si ça se confirme. Oui, on est vraiment dans une dégradation orageuse de très forte intensité, avec un risque de phénomènes météorologiques extrêmes, très intenses, très dangereux d'ailleurs pour les biens et les personnes. Donc il faut vraiment se montrer particulièrement prudent ce soir dans bon nombre de départements de la France. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des orages comme on en a tous les ans à cette saison? Non, on est vraiment sur des orages, en fait, sur une dégradation qui arrive tous les 10 ans en moyenne. Donc on est vraiment dans un scénario très particulier avec un risque de violentes rafales de vent. Vous disiez d'ailleurs 110, 120, 130, peut-être même plus de 150 km/h en rafale sur ce type d'orage, parce que ce sont des orages qui peuvent adopter en fait un comportement rotatif qu'on appelle des orages supercellulaires ou des orages arqués. Et sous ce type de système orageux, les rafales de vent peuvent être très violentes et même avec un risque de chute de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre. Au-delà des 28 départements de l'Est de la France qui sont en vigilance orange, l'Occitanie aussi, que vous connaissez bien, Loïc Spadafora, est concernée. Ça va être quand même, ça va souffler fort sur tout le pays. Oui, tout à fait. En fait, on a une dégradation qui arrive en deux phases. La première phase qui est en cours, au moment où l'on se parle, les premiers orages qui se forment du côté de l'Alsace, du côté de l'Auvergne, dans le département de l'Allier, du Rhône et de la Loire en ce moment, au moment où l'on se parle. Et en Occitanie, ça sera un peu plus tardif, en cours de soirée, deuxième partie de soirée d'ailleurs, plutôt entre 21h et 22h pour les premiers orages, qui frapperont la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard et la Lozère. Donc en fin de soirée, et là aussi, on s'attend à des phénomènes localement violents, fortes rafales de vent, risque de chute de grêle. Avec possiblement donc de gros dégâts, quels conseils on peut donner pour la sécurité ? Oui, il y a un risque de dégâts sous ces fortes rafales de vent. Les conseils, en fait, ils sont très simples. À l'approche d'un orage, on s'abrite dans un bâtiment, surtout pas dans une zone boisée. On ne reste pas en extérieur, parce que dans les zones boisées, on risque malheureusement de se faire foudroyer. Donc, on s'abrite dans un bâtiment, on attend que l'orage passe. En général, c'est des orages qui sont très rapides, qui durent qu'un petit quart d'heure. Mais en un quart d'heure, on peut avoir l'impression que c'est l'apocalypse qui s'abat sous nous parce que les phénomènes sont particulièrement violents sous ce type d'orage. Est-ce que ce serait pertinent ou non de faire un lien, de poser la question d'un lien avec le réchauffement, le dérèglement climatique ? Bon, des orages, il y en a toujours eu, mais est-ce que possiblement ça peut jouer ?
Oui, la question elle est légitime. Des orages, il y en a toujours eu, de cette intensité également, mais c'est vrai que plus on ira vers un climat chaud, plus on aura de chaleur en fait de l'atmosphère, plus les orages pourront être intenses. En réalité, la chaleur c'est le carburant des orages, donc plus on a de carburant, plus les orages peuvent être violents. Donc effectivement, dans les années à venir, on s'attend potentiellement à des orages de plus en plus intenses. Eh bien, ça fait peur. Hein. Bon, petite question, Françoise Degois, pour vous, Loïc Spadafora. Tout à fait. Merci d'abord, vous êtes absolument lumineux dans vos explications. Est-ce qu'on peut rester dans la voiture? C'est toujours bien une cage de Faraday? Oui, la voiture, c'est une cage de Faraday, donc on y est en sécurité, mais alors en voiture, sous ce type d'orage, il faut quand même s'arrêter, parce qu'en général, la visibilité, elle n'excède pas 20 ou 30 mètres. Mais si on s'arrête et qu'on reste dans la voiture, c'est Faraday, c'est bon. Tout à fait, on s'arrête, on reste dans la voiture sur le bas-côté avec les warnings, ça fait cage de Faraday, on est en sécurité. Et en général, ça dure jamais très longtemps, c'est des orages qui vraiment sont très mobiles, qui circulent très vite, donc ils sont très violents, très intenses, mais très rapides. Bon, merci, c'était très clair. Merci beaucoup, Loïc Spadafora. Avec plaisir, merci, à bientôt. Félix Mathieu, votre troisième mot, c'est ratissage. Après la fin des battues pour retrouver le petit Émile, les gendarmes ont bouclé son hameau des Alpes de Haute-Provence. Un dispositif de recherche plus ciblé. Bientôt 3 jours après la disparition de l'enfant de 2 ans et demi, les chiens se trouvent toujours sur place avec des enquêteurs spécialisés. Les gendarmes ont sanctuarisé le Haut-Vernay pour permettre un ratissage minutieux. Les personnes étrangères au bourg n'ont plus accès au hameau. Selon le journal La Provence, les enquêteurs étudient aussi désormais la possibilité d'un accident avec une voiture ou un tracteur, accident qui aurait ensuite été dissimulé. Dans cette hypothèse désormais privilégiée par les enquêteurs selon La Provence. Toujours selon nos confrères de La Provence, plusieurs habitants du hameau sont auditionnés en ce moment même, dont la mère de l'enfant. Les gendarmes étudient aussi les bornages téléphoniques des habitants. Françoise Degois, vous avez envie de réagir? Oui, sur le chagrin qu'on éprouve tous autour de cette table, parce qu'on voit ce petit garçon, on imagine, et puis ces références, ça nous fait penser immanquablement, et j'espère que ça n'est pas le cas, à l'affaire Grégory. En réalité, ça nous fait penser. Moi, j'aime bien l'idée qu'ils ont complètement changé de stratégie. Je sais pas ce qu'en passe le procureur. Oui, qu'on passe finalement des battues avec finalement des indices peut-être qui sont piétinés par des gens de bonne volonté. À quelque chose de. Un acte au moins délictueux aussi dans le Elisabeth Lévy. C'est ça, Philippe. Non. Et alors, on s'est demandé pourquoi les 2 personnes qui avaient vu le petit la première fois où il avait été signalé ne sont pas intervenues, ne lui ont même pas demandé qu'est-ce qu'il faisait là tout seul. Et le maire, que je trouve singulièrement optimiste tout de même, a dit mais ici il se passe jamais rien, le petit pouvait se promener dans le village. Oui, bon, non, mais c'est ce qu'on pense quand on est maire. Bon, merci à tous les 3. Merci Félix Mathieu aussi. Voilà, et à vous aussi Félix, évidemment, à tous les 4. Donc on vous retrouve tout de suite, chers auditeurs, pour notre premier débat de 17h30 et nos 3 éditorialistes que vous connaissez si bien. À tout de suite.